Finalement, je me rends compte que ouais, les locaux d'extérieur, ils sont super, mais à l'intérieur, ça respire pas la jeunesse, ça respire pas les valeurs que moi j'ai envie de retrouver. Confiance en soi, esprit d'équipe, cohésion, tout ce qui touche aussi touche aussi au sport et à ma vie de basketteuse. Et en fait, tout de suite, voilà, je me sens pas bien et en fait, j'ai ressenti ça pendant plus de 2 ans. Vous vous apprêtez à écouter la deuxième partie d'un podcast des Déviations. Notre média raconte les histoires de celles et ceux qui ont changé de vie. Pour nous suivre et ne rien manquer de nos actualités, nous vous donnons rendez-vous sur notre site et nos réseaux sociaux. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez nos podcasts sur Acast et autres plateformes de streaming. Tout de suite, un nouveau portrait, une nouvelle histoire, une nouvelle déviation. Donc moi, je suis diplômée de mon Master 2 donc en chefferie de projet en 2008. Et donc, quand j'arrive sur le marché du travail, on est en pleine crise économique là de 2008. Et donc, forcément, tous les postes qui gravitent autour du marketing, de la com et du management de projet, c'est verrouillé, quoi. Donc du coup, je me dis ça va pas être terrible, je vais avoir un peu de mal. Je commence quand même à postuler, voilà, je candidate à des offres et tout ça, mais je vois que ça mord pas. Et au bout de quelques mois, je me dis allez, je prends l'option, je prends un peu tout ce qui se présente à moi, qui peu importe si ça a un lien direct ou pas avec mon diplôme, en tout cas mon cursus scolaire. Voilà, faut travailler. En tout cas, c'est ce qu'on me laisse comprendre autour de moi. Faut travailler. Et donc, en fait, je commence à enchaîner des CDD. Donc, des CDD qui sont de 1 an maximum. Donc, j'intègre le secteur bancaire. Je fais un peu de marketing. Je fais de la qualité. Je fais de la formation. J'intègre aussi la fonction publique dans l'enseignement. Mais en fait, j'enchaîne les CDD sans forcément, tu sais, une suite logique. Du coup, j'ai l'impression d'avoir un profil hyper atypique. Et à ce moment-là, je me dis, en fait, en bout de course, je sais pas ce que je vais devenir professionnellement, mais moi, je voyais aucun sens. Voilà, je jonglais vraiment entre des CDD qui pour moi n'avaient pas de lien. C'était dur parce que je trouvais pas de sens à ce que je faisais. J'avais l'impression que je travaillais juste parce que fallait travailler, en fait. Et parce que j'entendais ça autour de moi. Et comme au départ, il y avait aussi cette crise, voilà, c'était presque cool et un miracle de travailler alors que tu sors de diplôme et que c'est la crise. Mais ouais, c'était difficile. Je me retrouvais pas dans l'émission. Je prenais pas de plaisir. Je rencontrais des gens qui m'apportaient rien. Dans le milieu professionnel, il y avait aussi une forme de compétition, mais là où on te met des bâtons dans les roues. Et ça, je l'ai ressenti, tu vois. Alors que dans le basket, je ressentais pas forcément ça. Mais dans le milieu professionnel, ouais. Et le basket, à ce moment-là, t'en faisais toujours ? Ouais. Et toujours autant que quand t'étais au lycée ? À ce moment-là, je faisais toujours du basket, mais j'en faisais un petit peu moins. J'avais un entraînement en moins. Je m'entraînais 3 fois... trois fois quand même par semaine et j'avais un match le week-end. Donc c'était vraiment un sas de compression, le basket. Je prenais énormément de plaisir à cette période-là. Je m'épanouissais et je progressais. Alors que on a tendance à dire que quand on est professionnel, quand on est adulte, senior, on stagne dans sa progression. Tu sais, tu apprends moins, tu es sur tes acquis. Et moi, j'avais l'impression qu'au contraire, je continuais de progresser, j'apprenais des nouvelles choses et je m'épanouissais énormément dans le basket. Donc, c'était un peu un sas de décompression. Et c'est à ce moment-là où on me fait même une proposition, en fait. Il y a un club, donc à ce moment-là, je joue en National 2, et il y a un club, en fait, en fin de saison, qui me contacte et qui me dit « Ouais, on aimerait bien que est-ce que tu serais partante pour venir chez nous ?» À l'époque, c'était assez loin. Et donc, c'était pour intégrer le niveau supérieur, donc en National 1. Et je le sens pas. Je pense que j'ai l'impression que c'est un sacrifice que je vais faire. Et je me rappelle en fait ce que j'ai vécu en
en centre de formation à Mondeville. Et en fait, je dis non. Je préfère rester dans mon club, dans ma ville, en National 2, dans le niveau qui me permet de m'épanouir. Et je prends pas cette option, malgré que ça aurait pu être une super expérience et un super challenge, mais je le fais pas. J'ai peur de revivre cette année très douloureuse en seconde en centre de formation. Alors, je reviens où est-ce que j'en étais. Donc, tu faisais toujours autant de basket quand tu étais en CDD. Donc, les CDD, cette période, cette période, elle a duré combien de temps, de quand à quand? Alors, la petite période de CDD, elle a quand même duré, parce que j'ai commencé mon premier CDD en 2009 et le dernier, c'était en 2015. Donc, quand même. Entre-temps, j'ai eu mon premier garçon. Donc du coup j'ai eu une période charnière, hein, du coup j'ai arrêté de travailler. La chance que j'ai eue du coup d'avoir des CDD, c'est que j'ai pu aller au bout de ma dernière mission et puis faire mon petit et puis du coup derrière profiter du chômage pour m'occuper de mon petit. Mais du coup ça a duré quand même jusqu'en 2015, donc ça fait quand même 6 années de CDD avec des périodes quand même où je travaillais pas, donc avec des petits trous de quelques mois. Du coup, en fait, j'en avais pas assez d'un master 2 et voilà, je voyais dans les annonces passées qu'il fallait que c'était bien un titre ingénieur. Voilà, titre ingénieur demandé. Donc je me dis, ça serait bien de faire un master spécialisé. Donc en fait, j'intègre une école d'ingénieurs de Rouen et j'ai la chance de pouvoir le faire en alternance. Et du coup, j'obtiens mon diplôme, donc mon titre ingénieur, et tout de suite dans la foulée, en fait, je suis embauchée dans une start-up qui œuvre dans les télécoms et qui est au tout début de sa création, mais qui va vite devenir plus une start-up parce qu'on va passer de une cinquantaine quand j'arrive à 250-300 personnes en 2 ans et demi. Et rapidement, qu'est-ce qui a fait que, dans cette start-up, comment ça a évolué pour que tu te dises, en fait, non, c'est plus fait pour moi, je vais partir? Alors dans cette start-up, j'ai appris énormément de choses. Je me suis, en fait, j'ai ressenti 2 choses dans cette start-up. Je prenais énormément de plaisir. J'étais dans une super équipe. J'avais de super collègues. Je travaillais sur des projets qui étaient vraiment hyper intéressants. J'apprenais énormément. Mais en fait, je sentais, et après j'ai posé la question tout simplement, mais je sentais que j'avais pas de perspective d'évolution. J'ai donné beaucoup pour cette entreprise. Je ramenais même des fois du travail à la maison, pour dire. Mais j'avais l'impression que j'étais pas récompensée de ça. Et en fait, tout simplement, un jour, en entretien annuel, voilà, je demande à mon manager, est-ce que tu penses que je vais pouvoir évoluer, être sur un poste peut-être avec un peu plus de responsabilité. Et en fait, très clairement, tout de suite, il me dit non. Et du coup, c'est à ce moment-là que je me rends compte, ok, donc tu as transpiré et je ressens cette émotion-là que j'ai ressentie au basket quand j'ai été hyper déçue, je ressens la même et je me dis, ok, tu as donné énormément de ta personne, tu as énormément transpiré, tu as travaillé même des fois le soir à la maison et en fait, là, on vient de te dire, non, en fait... t'auras rien de plus que le poste que t'as aujourd'hui. Et donc ça, c'est plus à l'oreille. Je me dis, ok, je continue quand même. J'arrête pas tout de suite en fait. Je fais encore quelques mois parce que je voulais quand même voir ce qui se passait. Et en fait, je suis débauchée en fait. À un moment donné, je remets mon CV en ligne sur les réseaux et je suis contactée par une ESN de Rouen qui cherche des consultants, donc dans la tech. Pour faire précisément de l'assistance à maîtrise d'ouvrage et mon profil les intéresse. Donc voilà, ils me débauchent et c'est là où une mauvaise période commence pour moi professionnellement. Avant de parler de la mauvaise période, quand tu as été débauchée, on va pas dire le nom de l'entreprise, mais c'était une entreprise au départ où quand tu passais devant les locaux, tu étais en mode waouh, ça a l'air trop bien, c'est ultra moderne. C'est un client, ça reste une entreprise pour laquelle j'ai toujours voulu travailler parce que les locaux, quand tu passes à l'extérieur, c'est magnifique. Les locaux, ils sont modernes.
t'as l'impression qu'à l'intérieur, c'est bourré de technologique, c'est à la pointe de tout, du management. Ça respire l'entreprise un peu que tout le monde rêve d'intégrer. Et en fait, c'est la douche froide en fait quand je l'intègre, parce que tout de suite, quand je rentre dans cette entreprise, je me sens pas bien. Finalement, je me rends compte que les locaux d'extérieur, ils sont super, mais à l'intérieur, ça respire pas la jeunesse, ça respire pas les valeurs que moi j'ai envie de retrouver. Confiance en soi, esprit d'équipe, cohésion, tout ce qui touche touche aussi au sport et à ma vie de basketteuse. Et en fait, tout de suite, je me sens pas bien et en fait, j'ai ressenti ça pendant plus de 2 ans, quasiment tous les jours où j'y suis allée, en fait. Et à ce moment-là, on était en quelle année quand t'es rentrée En fait, à ce moment-là, on est en 2020 et en fait, on est en plein Covid déconfinement. Donc, pour couronner tout ça, c'est qu'en fait, j'intègre une entreprise. C'est un peu dur d'intégrer une nouvelle entreprise. Tu dois te familiariser avec les personnes, ton équipe, les services, le fonctionnement, la culture de l'entreprise. Et en fait, tout ça avec des visages masqués. Donc, j'étais incapable de dire, lui, c'est monsieur machin, elle, c'est madame bidule. Je pouvais pas mettre de visage sur des noms parce qu'on était tous masqués. Alors déjà, ça a été un calvaire. Vraiment un calvaire, en plus du fait que je me sentais pas bien. D'ailleurs, je me demande si les deux ne sont pas liés. Peut-être que c'est aussi démarrer cette mission dans ce contexte qui a fait que ça l'a jamais fait, quoi. Peut-être. L'anecdote la plus illustrante, c'est qu'en fait, quand je commence dans cette entreprise, on est en Covid, et donc du coup, on peut pas utiliser les ascenseurs. Donc en fait, moi j'allais au 2e étage, donc au plus haut niveau de cette entreprise, et donc on utilisait des escaliers, donc des super escaliers avec un espèce de marbre, donc c'était chouette. Mais en fait, à chaque fois que je prenais ces escaliers, j'étais saoulée, j'avais mal au ventre, et déjà ça me saoulait de monter cet escalier, et plus j'avançais en fait, et plus je me rapprochais de mon open space, et plus je me disais putain mais qu'est-ce que tu fais là? Je voulais te demander, en fait, c'est à ce moment-là, tu faisais plus de basket. Donc, à quoi tu te rattachais pour... Parce que pendant les CDD, ça te permettait d'avoir... de te vider l'esprit, mais là, du coup, tu l'avais plus, quoi. Donc, du coup, ma dernière saison de basket, c'est en 2020. Et j'arrête à cause du Covid. Donc, en fait, la saison s'arrête brutalement, comme ça, au mois de mars. Et puis, du coup, le championnat se termine. Parce que, du coup, on reprendra pas. Les sports co seront interdits avant au moins 1 année. Et donc, en fait, je fais plus de basket. Et je pense que à ce moment-là, j'ai aucun moyen de me changer les idées. J'ai pas de sas de décompression. Et en fait, il y a que cette entreprise. En fait, c'est matin, midi, soir. Je la pense même le soir. Je me prépare à y aller le lendemain. C'est un sentiment qui est juste. Je le souhaite à personne. Vraiment, je me sentais mais vraiment pas bien. Et du coup, j'ai aucun moyen de me libérer l'esprit, de penser à autre chose et de prendre du plaisir dans quelque chose d'autre. Et là, en l'occurrence, pas dans le basket, quoi. Donc, je te relance avec une question. Donc, dans cette entreprise, explique-moi, hormis ce que tu nous as déjà dit, le mal-être que tu avais, et notamment que tu changeais tout le temps et que du coup, tu n'avais pas le temps de t'apprivoiser la boîte ou ton manager, quoi. Alors déjà, dans cette entreprise, je partage pas les valeurs. Alors soit je les vois pas, soit je les perçois pas, mais en tout cas, je me sens pas en adéquation avec la culture et les valeurs de l'entreprise. Je suis prestataire, donc en fait, t'es un pion qu'on va utiliser. Donc ça, je l'ai découvert parce que j'avais jamais été prestataire à l'époque. Mais du coup, je le découvre et du coup, je me rends compte qu'on va me prendre et on va m'utiliser et qu'en fait, on va s'en ficher tout simplement de si je vais bien. En fait, je suis là pour exécuter des tâches, gérer des missions, des projets, mais voilà, en fait, on s'en fiche. T'es un prestat, tu fais pas partie de l'entreprise. Donc déjà, ça, c'est hyper important. Par contre, ce que je découvre, c'est que moi, on m'a vendu du rêve. On m'a vendu finalement une mission
que je vais jamais réaliser. Quand je commence la mission, moi dans ma tête, je vais être plutôt sur un aspect consultante. Donc en gros, je vais vraiment partager mon expérience, partager mon expertise et la mettre à disposition dans différents types de projets et d'études. Et en fait, quand j'arrive, très vite, je me rends compte que non, en fait, je vais être chef de projet. Donc c'est quand même rien à voir. Et en fait, je me retrouve comme ça à gérer des projets. D'abord dans un premier pôle. Et puis, il y a un moment donné, on me dit, bon, tu vas changer de pôle. On est en pleine réorg, nous, dans cette direction. Donc, on n'a plus besoin de toi là, on va te mettre là-bas. Donc, puis en plus, tu sais, dans cette entreprise-là, tout est hyper organisé. Même un déménagement de bureau, ça s'organise. Donc, faut faire un mail, tu vois, on va t'attitrer ton bureau. Et rien que ça me rendait folle. Donc bref, je déménage, j'atterris donc dans un nouvel open space avec des nouvelles personnes que du coup je découvre au bout de quelques mois, avec une nouvelle mission, un nouveau manager et c'est reparti en fait. En fait à chaque fois j'ai l'impression qu'il fallait que je me réintègre dans cette entreprise que je n'aime pas, dans laquelle je me sens pas bien, mais tu sais, dans un nouveau pôle quoi. Et donc du coup j'ai changé plusieurs fois de mission, de projet et donc à chaque fois de service et donc 4 fois de manager. Ton départ, comment ça s'est passé? C'est là où tu as eu une discussion avec une de tes manageuses du coup. Explique-moi cette partie-là. Donc du coup la dernière manager du pôle dont je dépends, elle me connaissait depuis le début en fait de cette mission. C'est-à-dire que quand j'arrive dans cette entreprise, on travaille ensemble. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est que je sors de cette entreprise et c'est elle qui est la manageuse de mon pôle. Et en fait, je pense qu'elle me connaissait quand même un peu et ça devait commencer à se voir en fait sur moi, dans ma façon d'être, que j'étais pas bien en fait. Mais c'était un confort. Je pense que j'étais vraiment inscrite dans un confort, une routine qui, malgré que intérieurement elle ne me convenait pas, en fait, elle m'apportait un salaire qui était plus que correct et puis un confort de vie. Donc j'ai l'impression que j'étais prête à l'accepter et que ça pouvait durer malgré tout. Et en fait, je pense que ça se voyait. Et donc cette manager, un jour, elle me pose un point que on n'a pas l'habitude d'avoir. Et donc elle me dit ça va. Et du coup, je sens la tournure, je comprends la tournure que l'échange va prendre. Du coup, je lui dis ouais, ça va. Mais en fait, très vite, elle me répond non, mais moi je vois que ça va pas. En fait, ça se voit que tu vas pas bien, que tu te sens pas bien ici et tout. Et en fait, comme ça, assez brutalement, elle me dit je pense qu'il faut qu'on arrête ta mission. Donc je déglutis, comme je viens de le faire à ce moment-là, et je comprends pas en fait. Je comprends pas parce que j'ai l'impression que ça se voit pas sur moi et j'ai l'impression que je fais mon taf. Donc en fait, je lui dis mais qu'est-ce que tu me reproches parce qu'en fait, j'atteins mes objectifs, je réalise la mission que tu me demandes de faire et donc je comprends pas ce que tu me dis. Et en fait, ce qu'elle était en train d'essayer de me faire comprendre mais elle a pas réussi à dire avec ces mots, c'est qu'en fait, j'étais la prestataire qui ne rentrait pas dans le moule en fait. J'avais une attitude de quelqu'un qui n'était pas dans l'entreprise, tu vois. Et elle, en fait, elle voulait des prestataires qui étaient comme des salariés en fait de cette entreprise-là. Et je pense que ça commençait à se voir sur moi, tout simplement. Donc au début, tu as eu du mal à l'accepter, mais après, tu as compris. Ouais, alors du coup, au départ, pareil, cette vague d'émotions là qui me submerge. Et en fait, là, je ressens de la colère. J'ai de la colère parce que je comprends pas. En fait, je comprends pas. Je fais mon job. Donc en fait, t'as pas le droit de me dire que je suis pas bien ici, je suis plus bien ici, que je corresponds pas. Et donc de la colère. Et donc en fait, très vite, je lui dis écoute, est-ce qu'on peut reposer un point et on en rediscute plus calmement. Et en fait, c'est lors de ce deuxième point où là, elle arrive, je pense qu'elle avait cette fois-ci préparé sa réunion, parce que c'était pas le cas la première fois. Et en fait, elle arrive avec des mots, voilà, et en fait, on discute, on échange, et en fait, on tombe d'accord sur le fait que effectivement, la mission, faut qu'elle s'arrête, parce que je me sens plus bien,
que pour eux, je corresponds pas en fait. En vrai, pour le client, là, c'était ça. Je correspondais pas à leur profil de prestataire. Et voilà, faut que ça s'arrête. Mais en fait, ce qui est réconfortant, c'est qu'on se met d'accord. C'est-à-dire qu'on se met d'accord sur une date. Et du coup, on fixe la date de début juillet, je crois. Vous avez fixé une date. Comment tu te sens à ce moment-là? Qu'est-ce que tu fais? Et à partir de quand tu décides de penser à ton avenir avec chance, on va dire? Donc, quand la mission se termine, donc on est fin juin, début juillet de l'année dernière. Et en fait, là, je suis vidée. J'ai plus d'énergie. Je me sens à la fois soulagée, mais à la fois pas bien. J'ai l'impression que je suis proche du burn-out. Et qu'en fait, si ça avait duré, j'aurais été en burn-out. Mais là, tu vois, je me sens vraiment vidée et je me dis, voilà, j'ai besoin de breaker. J'ai besoin de rien faire. J'ai besoin juste de me refocus sur moi et sur ma famille, sur mes enfants. Parce que aussi à ce moment-là, j'avais l'impression que j'étais tellement focus sur ce qui n'allait pas en moi qu'en fait je voyais pas que ça avait un impact sur mes enfants, et or ça en avait un réellement. Donc là vraiment break pour me refocus sur moi, sur ma famille, et lâcher prise et retrouver retrouver cette harmonie et cet équilibre que j'avais besoin d'avoir, quoi, que j'avais pu. Ce qui est rigolo, c'est que à cette période-là, je passe beaucoup de temps sur Instagram. J'adore Instagram. Et du coup, il y a des pubs de temps en temps qui défilent. Et du coup, je m'intéresse aux déviations. Donc, je vois les déviations, des petits bouts des déviations, et déjà, j'en regarde plusieurs. Et en fait, ça me procure du bien. J'ai l'impression qu'en fait, je suis pas la seule, finalement, à être passée par une forme de reconversion, en tout cas un questionnement sur sa carrière professionnelle. Et très vite, je tombe sur une pub chance. Et du coup, je clique là sur le lien et puis je découvre c'est quoi le parcours et en gros à quoi ça peut me servir. Et pourquoi est-ce que tu décides de prendre contact avec eux? Bah écoute, j'en ai besoin. J'ai l'impression que à travers ce qui ressort sur la pub, le fait il parle d'introspection, il parle de se reposer des questions sur qui on est, et j'ai l'impression que ce qu'ils décrivent c'est moi, c'est-à-dire que j'ai besoin de le vivre là parce que voilà, c'est le moment. Et donc je prends contact avec eux. En plus parce que par curiosité aussi, tout simplement. Donc quand je prends contact avec eux, la première étape du process, c'est t'es contacté par un chargé de, je sais pas si on dit clientèle, mais en tout cas c'est quelqu'un qui est vraiment là pour t'écouter. Et en fait déjà ça fait carrément du bien parce que il te connaît pas. Et en fait, il te pose des questions. En tout cas, c'était un homme, donc il m'a posé des questions sur, en gros, sur voilà qui je suis et pourquoi en fait j'ai cliqué sur le lien. Et donc en fait, j'en viens tout de suite à parler de ma dernière expérience. Et lui, en fait, tout de suite, il est hyper rassurant. Il me dit des mots qui résonnent un peu en moi sur le fait que ça arrive à plein de gens, tu vois. Et ça, c'est important, je pense, de sentir qu'on n'est pas seul à ressentir là ce mal-être, en fait. Et après ça, qu'est-ce qui se passe? Du coup, juste après, je décide d'accepter le process, et en plus, j'ai la chance d'avoir du CPF, et du coup, je peux profiter de mon CPF. Donc, c'est assez bien fait le processus. C'est très rapide. Donc le process, c'est ça, c'est que du coup, on t'ouvre accès au parcours. Donc, c'est une somme de questionnaires, de petits podcasts avec des voix qui sont bienveillantes. Là, c'est hyper agréable à écouter. Et il y a plusieurs étapes en fait dans le parcours. Et la première, c'est une phase d'introspection. Et donc, on va t'emmener, te reposer des questions sur qui tu es, ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, ce que tu n'aimes plus faire, et surtout qu'est-ce qui a du sens pour toi dans le travail, en quoi tu te retrouves en fait. Et après, c'est effectivement un enchaînement de rendez-vous avec un coach et puis une succession comme ça de questionnaires, de phases d'introspection et voilà. Et de quoi tu te rends compte, toi? Moi, ma coach, ce qu'elle m'apporte, c'est elle a une casquette aussi de sophrologue.
Et en fait, elle m'emmène à lâcher prise. Parce que en fait, à ce moment-là, j'ai l'impression que je veux pas accepter. Je continue de ne pas accepter ce qui m'arrive. Et elle, en fait, elle m'emmène vers un état de lâcher prise. C'est-à-dire, c'est ok, ce qui t'arrive, il n'y a pas de problème. Il faut juste que tu te concentres sur toi, focus-toi sur qui tu es et qu'est-ce que tu as besoin et envie là tout de suite. Et vous bâtissez un parcours ensemble du coup pour toi? Qu'est-ce qui ressort? Non, on bâtit pas un parcours pour moi. En fait, à chaque séance, en fait, elle me demande qu'est-ce que j'ai fait, sur quoi j'ai travaillé suite aux séquences là du parcours. Et en fait, elle m'emmène juste à chaque fois un petit peu plus loin. Mais ce que j'ai beaucoup aimé dans ma coach, je pense qu'elle me correspondait. Hein. Elle avait un côté challengeant. C'est-à-dire qu'elle n'était pas juste dans l'écoute, elle me poussait. Et j'avais l'impression de retrouver un peu une forme un peu les coachs que j'avais dans le basket. En fait, la fin du process, ce qui ressort, c'est que j'ai besoin d'être moi, hein, donc je pense comme beaucoup de personnes, mais surtout j'ai besoin d'autonomie, comme je l'ai toujours été finalement depuis que je suis petite, et d'indépendance. Donc ce qui ressort, c'est que finalement, je peux continuer à être le couteau suisse que finalement j'ai toujours été à travers mon parcours atypique, mais de façon indépendante. Et elle avait deviné que c'était important pour toi d'avoir du basket dans ta vie? On en a parlé souvent, surtout au départ. On a parlé beaucoup du basket, mais finalement, c'est pas ça qui ressortait des échanges avec la coach. C'était plutôt du lâcher prise. Vraiment, j'avais besoin de mettre du positif dans ma vie à ce moment-là. Et elle, c'est vraiment ça, moi, qui m'a fait du bien avec elle. Du coup, j'ai participé très vite à des lives. Je crois que c'était des lives. Et du coup, j'ai fait des petites tables comme ça, tournantes, avec d'autres chanceux. Et en fait, moi, je me suis rendu compte que j'étais à l'aise à discuter avec des gens même que je ne connais pas. J'avais pas peur de réseauter, tu sais, de passer du temps sur LinkedIn, passer du temps à découvrir ce que les gens font et à rentrer en contact avec des gens même que je ne connais pas. Et ce que je me suis rendu compte dans cette table ronde, c'est qu'il y a plein de personnes pour qui ça avait l'air difficile de sauter le pas, aller voir quelqu'un, aller discuter avec quelqu'un, prendre contact avec quelqu'un sans forcément attendre quelque chose. Et moi, je me suis rendu compte que ça fait partie de moi. C'est une force que j'ai et c'est une qualité. Je suis assez ouverte et j'adore, moi, être avec des gens, découvrir des nouvelles personnes et discuter avec des gens. Et rencontrer des gens de la communauté, est-ce que ça t'a permis de pas te sentir seule et de te dire « Ok, je suis pas toute seule dans cette situation » Moi, pas vraiment. C'est pas le fait de participer à la communauté qui m'a permis de me rendre compte que j'étais pas seule. Moi, c'est vraiment la découverte de les gens qui partagent leur expérience, donc sur des vidéos, donc notamment sur les déviations. Moi, c'est vraiment ça qui a résonné en moi, en écoutant des expériences et des choses qui sont inspirantes. Alors, ce que je fais après Chance, c'est que du coup, comme j'ai déjà pris pas mal de plaisir à le faire, en fait, je commence à réseauter. Et du coup, ce qui est important et ce qui ressort de Chance et même de mon parcours professionnel, c'est que du coup, le sport, c'est important pour moi. Et donc, il faut que j'arrive à remettre le sport dans ma carrière professionnelle. En fait, à le mettre tout court, parce que il a jamais été présent dans ma carrière professionnelle. Il était à côté. Et donc, je commence à réseauter et je m'intéresse à la sport tech. Parce que je trouve que c'est intéressant, c'est à la fois de la tech, je connais, et à la fois du sport, je connais, donc c'est un truc qui me correspond. Et en fait, je commence à réseauter et assez rapidement et facilement, je rentre en discussion avec des entrepreneurs, des créateurs de start-up, des gens qui œuvrent dans la sport tech. Et en fait, très vite, je suis en contact avec un jeune ingénieur qui vient de créer sa start-up et qui aurait besoin d'un profil comme moi, un peu couteau suisse, qui a déjà pas mal d'expérience et qui pourrait l'aider à organiser à la fois sa stratégie et à la fois son entreprise. Et donc, en fait, je commence comme ça à travailler avec lui. Alors aujourd'hui, avec cette start-up,
Je vais pas être à temps plein, en fait. J'ai décidé de ne pas allouer tout mon temps à cette start-up parce que j'ai envie de mener un autre projet personnel en parallèle. Je veux m'intéresser au mindset des sportifs, à la façon dont on peut aller chercher du bien-être mental pour être épanoui dans son sport et aussi performer. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup trop tendance à croire que c'est que l'entraînement qui fait que tu vas être bon et que tu vas performer. Or, moi, j'en suis aussi la preuve. C'est que moi, c'est parce qu'à un moment donné, j'étais beaucoup mieux dans ma tête que j'ai pu progresser et aller devenir plus performante. Et là, tu sens que là, t'es mieux dans ta tête comparé à ton expérience précédente ? Bah oui, rien à voir. Là, je me sens dans mon élément parce que je remets le sport dans ma vie, en fait, tout court. Est-ce que tu as repris le basket là depuis ton expérience passée où ça allait pas du tout ? J'ai repris le basket, mais tout récemment, et j'ai pris énormément de plaisir. J'ai eu l'impression que je m'étais jamais arrêtée. C'était une sensation assez rigolote. Et en fait, j'ai eu l'occasion d'aller jouer dans un gymnase et un club que je connais très bien. Et j'avais l'impression d'être chez moi, alors que ça faisait 3 ans que j'avais pas joué. Est-ce que tu peux me dire comment est-ce que tu vois l'avenir ? Professionnellement, comment est-ce que tu t'imagines dans plusieurs années ? Dans plusieurs années, j'espère que j'aurai créé une ou plusieurs entreprises et sur les bases un peu que je suis en train de construire. Donc mêler le sport à du développement personnel et à peut-être un peu de tech. Chance, moi, ça a été révélateur. Ça m'a vraiment permis de me reposer, je pense même de me poser des questions que je ne m'étais jamais posées. C'est-à-dire, on fait des études, mais finalement, on fait des études parce que c'est un truc qui nous plaît. Mais en fait, on ne sait pas si ça va réellement nous plaire tant qu'on n'a pas travaillé dans le domaine. Et en fait, je pense que moi, ça m'a permis de me rendre compte que j'ai fait des études qui n'étaient pas forcément alignées avec qui je suis. Et du coup, là, aujourd'hui, je sais mieux qui je suis et ce qui me fait du bien et ce qui me permet d'être moi dans le domaine professionnel. Vous venez d'écouter la deuxième partie d'un podcast réalisé par Audrey Maquies, Myriam Amossé et Chloé Robert. N'hésitez pas à commenter, nous écrire et partager si ce podcast vous a plu. Notre média, vous pouvez le retrouver sur lesdéviations.fr, Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok et YouTube. Nous n'avons qu'une vocation, raconter les histoires des personnes ayant changé de vie. Alors à très vite pour un nouvel épisode.